de ta carrière professionnelle, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'écrire, de publier, d'écrire autre chose? Parce qu'on découvre, excuse-moi, on découvre pour la première fois ta plume avec Les secrets de l'oreille mystérieuse. Tu es dans la dintinosphère un parfait inconnu et tu jettes un pavé dans la mare, donc tu résous un certain nombre d'énigmes. Est-ce que tu avais déjà préparé le terrain auparavant? Non, jamais. Alors c'est le premier ouvrage que j'écris. Alors bien sûr, je suis tintinophile depuis la nuit des temps, J'avais pas du lait dans mon biberon, j'avais Tintin. Et donc, en fait, étant donné que je suis commandant de police, enfin je suis jusqu'au 1er juillet, après la retraite m'appelle, à grands pas, j'ai été amené, durant ma carrière, à traiter des enquêtes judiciaires. Et donc, à un moment donné, l'alliance Tintin et enquête judiciaire, ça m'a parlé. Mais ça ne peut pas parler au travers de tous les albums. Parce que Hergé avait cette... alors, je parle un peu comme un néophyte, hein, parce que vis-à-vis de l'œuvre d'Hergé, on est toujours débutant quelque part. Mais j'ai considéré que tous les autres albums étaient concis, les intrigues qui étaient développées étaient bouclées à la fin. Lorsqu'on arrivait à la 62e page, qu'on parte des soviets ou qu'on arrive au Picaros, le lecteur d'un album de Tintin est satisfait de sa lecture, il n'a pas de questions à se poser, ou s'il s'en pose, ce seront des questions qui seront distinctes de l'intrigue, de l'aventure, du déroulement de ce qui s'y passe. Or, L'oreille cassée, c'est une exception, parce qu'en fait, lorsqu'on arrive à la 62e page et qu'on referme l'album, on n'est pas satisfait, enfin, on est un petit peu frustré, il faut bien dire ce qui est, et on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Notamment, alors durant 8 ans, j'ai fait un travail avec le maximum de rigueur policière possible. J'ai fait un travail de collecte de renseignements, de documents, de renseignements sur Hergé, parce que en fait il y a énormément de choses que je ne sais pas, voilà. Et j'ai mis tout ça bout à bout, et avec l'objectif de pouvoir essayer d'expliquer ce que Hergé n'avait pas dit dans cette aventure. Alors il y a eu un travail de délimitation de ce que je voulais obtenir en faisant ce travail, qui était de répondre à une triple question qui était quand, comment et par qui le fétiche a été volé, parce que ça on ne le sait pas. On sait à la fin que c'est le sculpteur Balthazar qui est le voleur ou du moins le receleur. Par contre, si on suit précisément le déroulement de l'histoire, Balthazar ne peut pas être la silhouette que l'on voit au début de l'aventure. Ça, c'est mes conclusions. Et donc voilà. Et à côté de ça, au fur et à mesure que je collectais des renseignements, j'ouvrais des portes et je les refermais parce que ça ne me satisfaisait pas. Il y a une question qui a commencé à poindre, une question qui n'était pas évidente au départ, et je me suis demandé si Hergé avait s'était volontairement abstenu de donner la clé de l'énigme, de l'oreille cassée, ou si c'était des errances de scénario. Voilà, donc il y avait une énigme dans l'énigme. Voilà. Et donc tu as commencé à faire ce travail, mais qu'est-ce qui était à l'impulsion de ce travail? Tu ne t'avais jamais livré à une enquête de cette façon-là sur l'œuvre de Hergé? Oui, alors en fait il y a eu une petite farce, hein, va-t-on dire, qui a consisté en m'ont envoyé en fait un paquet à mon bureau qui avait été posté du Loiret, hein, et dedans il y avait le fétiche en bois, et il y avait une lettre qui accompagnait le fétiche, qui était un peu d'inspiration, qui s'inspire de la lettre qu'on trouve dans l'oreille cassée lorsque le fétiche est restitué au musée. Le faux fétiche, hein, celui qui a 2 oreilles entières, et qui est aussi une sorte d'écho à la lettre qui avait été déposée lors du musée imaginaire en 1979, lorsque Hergé était venu avec un album de l'oreille cassée sous le bras gauche. Donc en fait, je pense, alors je ne sais toujours pas qui m'a envoyé ce fétiche. Je pense que c'est dans mon entourage, parce que la date de la lettre correspond à ma date de naissance, donc c'est quand même très restreint. Et malgré tout,
j'attends que la personne se révèle. Je ne vais pas aller, j'ai essayé un petit peu au départ, puis je me suis dit de guerre lasse, je vais attendre que la personne qui m'a envoyé ça, peut-être ma compagne, peut-être des collègues de travail, et voilà. Donc j'ai quand même gardé le fétiche pour moi, donc voilà. C'est un cadeau anonyme, mais j'ai gardé. Et donc tu publies ce livre il y a à peu près 5 ans, c'est ça? Oui. Et tu as obtenu des retours, tu as eu des retours, tu as eu des réponses, tu as été contesté, enfin en tout cas certaines de tes solutions ont été contestées. Alors j'ai effectivement, suite à la publication, il y a eu quelques lecteurs qui m'ont envoyé ce qu'on peut appeler des compléments d'information. Et donc je leur ai répondu, alors il y avait certaines questions qui étaient difficiles, d'autres plus simples. Et donc je me suis efforcé d'y répondre avec le maximum de précision. C'est des questions qui étaient toujours très pertinentes. Et dans ce milieu de lecteurs, il y a notamment donc Yves Auro qui m'a envoyé une lettre très gentille pour me féliciter du livre, qui lui avait beaucoup plu. Et il m'a dit que lui aussi s'intéressait depuis un certain nombre d'années au ministère de l'Oreille Cassée et qu'il avait, donc élaboré une théorie qui s'éloignait sensiblement de la mienne. Donc c'était très intéressant, ce d'autant que quand j'avais, n'étant pas connu, absolument pas connu dans le monde de Tintin, et abordant de surcroît quelque chose qui était quand même un peu sanctuarisé, je savais forcément que ça allait générer de la controverse. C'était très intéressant. Et donc Yves Auro était le premier. Et donc de la lettre que m'a envoyée Yves Auro, la toute première, il s'en est suivi une correspondance régulière pendant 2 ans. Et voilà, il m'a envoyé lui-même ses propres conclusions. Et donc, par le biais des amis de Hergé, il a été décidé, je ne sais pas qui est-ce qui a eu cette bonne idée de faire un hors-série consacré au ministère enfin à l'affaire 3542, puisque tel est le numéro du fétiche, et puis ça constitue une affaire que d'ailleurs, au demeurant, les Dupont avaient abandonné dès les premières pages de l'album. Donc je me suis dit, finalement, je vais essayer de faire un petit peu mieux qu'eux, quelque part, je ne sais pas si j'y suis parvenu. Et donc voilà, et au fur et à mesure que Yves Auro m'envoyait ses conclusions, il s'en dégageait quand même. Je voyais exactement, peu à peu, je voyais quelle était sa vision et quelle était la mienne dans la globalité des détails qu'il me fournissait. Et donc, à l'occasion des 35 ans de l'association des Amis de Hergé, nous avons décidé de réaliser un livre, un hors-série, auquel tu t'es volontiers prêté. Et donc, Yves Auro, qui nous a quittés, avait laissé en chantier ce travail, mais toutes les questions et toutes les réflexions, il nous les avait déjà fournies. Et donc, toi, tu as accepté très volontiers et très généreusement de répondre à ton tour aux questions et aux arguments de Yves. Alors oui, c'était un plaisir, parce qu'en fait, d'une conversation, on va dire, entre guillemets, un peu secrète entre moi et Yves Auro, il en a émergé quand même quelque chose qui j'espère, fera un plaisir aux tintinophiles. Et puis, je trouve que j'ai pas eu la chance de connaître visuellement et puis physiquement Yves Auro, mais voilà, je trouve que c'est un très bel hommage qui lui est rendu à travers ce hors-série. Ça me fait beaucoup plaisir d'y participer. Et alors, je voudrais profiter de l'occasion pour montrer donc, quel a été le choix qui a présidé à l'illustration de couverture du hors-série. Nous avons 2 dessins de Hergé, 3 originaux. Vous avez ici à gauche le dessin de la version en noir et blanc, qui est sans aucun conteste un dessin d'Hergé. Au centre, nous avons le dessin réalisé pour la version en couleur, qui est une copie du précédent. Vous pouvez regarder en les comparant qu'il y a un certain nombre de différences. Alors, là, on va demander aux exégètes qui sont au premier rang, peut-être le savent-ils, si c'était vraiment de la plume d'Hergé ou s'il avait fait appel à un collaborateur pour dessiner, ou s'il avait travaillé à la table lumineuse. Toujours est-il que c'est ce dessin central qui a été reproduit ensuite
permettre de réaliser un bleu de coloriage, et la mise en couleur, qui est donc l'image de droite, est directement en adéquation avec l'image centrale. Et nous avons choisi, évidemment, puisqu'on avait la chance de pouvoir s'offrir ce luxe, de prendre l'image de la version noir et blanc, qui a été mise en couleur avec un aplat pour le fond, par le studio graphique de Moulinsart, que nous remercions évidemment de nous avoir fait ce cadeau. Et donc, on a une très très belle illustration qui est vraiment un dessin original Berger, qui a été très très peu vu et que nous avons le plaisir d'offrir en couverture de ce hors-série. Je voulais faire un petit complément au sujet de cette couverture, parce que bon, on est tous habitués à la grande image de l'oreille cassée telle que tout le monde la connaît. Et en fait, alors comme quoi, une fois qu'on a fini un livre, les choses ne sont jamais finies finalement. Il y a toujours des découvertes. Et en méditant un petit peu sur la couverture de l'oreille cassée, donc la pirogue avec Caraco, le Tintin qui descend le fleuve Bas du Royal, je me suis aperçu que c'était la couverture qui était la plus mystérieuse de tous les albums. Parce qu'en fait, il n'y a aucun lien qui peut être fait entre le titre et ce qui est représenté. La différence peut-être du crabe, où là aussi, bon, Hergé du monde des dromadaires, il parle de crabe, mais en même temps, on ne peut pas vraiment rallier l'image au titre, mais l'oreille cassée, on est vraiment dans le mystère. Si on n'ouvre pas l'album, il est impossible de faire le lien. Alors que dans le lotus bleu, bon, on a le lotus qui est sur le lanterne, le sceptre d'autocar, il y a un château, il y aura toujours quelque chose, il va toujours y avoir un lien. Là, on a vraiment l'impression que Hergé, pour des raisons qui m'échappent, là encore, je m'engage peut-être un petit peu, mais c'est un point de vue que je veux faire partager, a voulu mettre en avant l'aventure sud-américaine, l'épopée amazonienne, peut-être pour dissimuler, qui sait, mieux dissimuler l'enquête, en fait, et les véritables mécanismes du vol du fétiche. Voilà. Et donc, ce qui me fait dire aussi que le hors-série qui est sorti, l'image qui a été choisie, tout à fait, moi je ne suis pas du tout intervenu dans le choix de l'image, qui est le choix probablement le plus pertinent qui ait pu être fait, vient exactement en contrepoint de la couverture de l'album de l'oreille cassée. Parce qu'en fait là, c'est tout à fait l'énigme, le fétiche qui revient à sa juste place, et ce qui me fait dire qu'en fait, on a affaire à une sorte de diptyque entre l'énigme et l'aventure amazonienne, sud-américaine plus généralement, avec le passage sur le Vite-Lion. On a vraiment affaire à un diptyque qui est moins marqué d'une façon temporelle que par exemple le secret de la licorne, où il y a une première partie, puis après il y a le voyage dans les mers du Sud, ou encore l'épopée lunaire, ou les cigares et le lotus. Là, on a vraiment des diptyques qui sont séparés dans le temps, alors que là, il y a un peu une concomitance, mais il y a quand même deux histoires qui se superposent. Ça, pour moi, ça me paraît assez clair, et c'est très bien que ce hors-série, aussi bien par son contenu que par sa couverture, vienne finalement faire finalement contrepoint avec la couverture de l'oreille cassée. Donc en fait, le hors-série vient compléter mon livre, mais indirectement, il vient compléter la couverture de l'oreille cassée. Donc en fait, voilà, ce qui montre une fois de plus que l'univers d'Hergé est complètement unifié à tous les niveaux. Et donc, il faut absolument lire les deux ouvrages, il faut lire le livre de notre ami Alain André et la réponse qui lui a été faite par Yves Aurault. Et donc l'échange, les correspondances entre Yves et Alain, que vous trouverez dans l'affaire 3542, et vous noterez que l'affaire 3542, 35 c'est également l'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, ce sont les 35 ans des Amis de Hergé. Alain, je te remercie énormément d'avoir fait le déplacement pour venir nous rencontrer. Je sais que c'est la première fois que tu viens, je suis persuadé que ce n'est pas la dernière, et que nous avons certainement l'occasion de faire des tas de choses ensemble. Un grand merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Une micro-remarque sur l'importance de cette histoire. C'est le premier scénario élaboré dans lequel Hergé se lance, mais dans une époque où le feuilleton est encore tout à fait dominant pour lui. La parution par 2 pages, les questions adressées au lecteur dans le petit 20e sont essentielles. Je pense qu'Hergé s'est un peu emmêlé les pinceaux, on en a une preuve.
Et une preuve qui est très importante dans le parcours d'Hergé, c'est que c'est juste après l'oreille cassée qu'il commence ses carnets de scénarios. Et les premières lignes du premier cahier d'éléments Tintin, c'est trouver un point de départ très simple, le fétiche à l'oreille cassée, beaucoup trop compliqué. Et donc, c'est un tournant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois quand même une maîtrise remarquable du scénario, qui était inconnue jusqu'alors, et en même temps la conscience d'Hergé qu'on ne peut pas développer une histoire comme celle-là en feuilletoniste, qu'il faut la construire pour répondre à toutes les questions. En même temps, je crois qu'on peut se souvenir tous que des générations et des générations d'enfants et d'adultes ont adoré cette histoire, qui reste une de mes préférées, qu'il a fallu attendre des gens comme vous pour débusquer peu à peu les questions qui nous restaient, hein, ce qu'on appelle quelquefois, ce qu'Hitchcock appelait les questions du frigidaire, les questions du milieu de la nuit. Et je crois que ça n'enlève rien au charme de cette histoire, et au contraire, l'envie qu'on ait de reprendre l'histoire et de répondre aux questions, c'est un signe supplémentaire du génie scénaristique d'Hergé. L'histoire n'est pas close, l'enquête sera toujours ouverte, comme celle sur l'assassinat de Kennedy, toute proportion gardée. D'autres intervenants? Simplement deux compliments. En fait, Yves Rowe, avec lequel j'étais en relation, et notamment par courrier, m'avait dit à l'apparition de votre livre, il faut acheter ce livre, c'est intéressant, etc. Il l'a évidemment montré, puisque par la suite, il m'a communiqué au fur et à mesure des textes de réflexion là-dessus, et c'est ce qui a donné donc naissance à ce hors-série. Donc, compliment à vous d'abord, à travers un signe de connivence avec notre ami Yves. Et deuxième compliment, c'est quelqu'un d'extrêmement modeste. On a demandé tout à l'heure qui avait eu l'idée. Eh bien, c'est Gérald de Winter qui a eu cette idée, et je tiens à lui rendre hommage aussi. Alors, entre les deux, un tout petit point de détail. C'est vrai que dans les premières pages de l'album en couleur, on trouve un trait qui n'est pas tout à fait le même que dans le reste de l'album. Et donc, depuis très très longtemps, je me suis demandé, mais est-ce que c'est la main d'Hergé? Est-ce qu'il a décalqué d'une certaine manière et de manière un peu rapide? Ou est-ce qu'il a confié à quelqu'un d'autre, hein? C'était l'époque où il devait trouver quelqu'un pour l'aider. Est-ce que Jacobs a fait ça? Est-ce que d'autres qui étaient proches, sa coloriste ou d'autres, ont pu faire ça? Mais en tout cas, je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça. Gaëtan aussi m'a déjà dit souvent, les premières pages, on dirait que ce n'est pas Hergé qui les a dessinées. Mais c'est très proche, évidemment, parce que c'est décalqué. Et alors, une dernière chose aussi, pour ne pas être trop long, cette couverture a subi quelques aventures. C'est toujours, évidemment, très intéressant de suivre aussi le cheminement des amis de Hergé dans leur relation avec Moulinsart. Donc, cette image, c'est moi qui l'ai choisie. Et donc, elle a été proposée à Moulinsart, qui nous a refusé la couverture. Donc, on a fait deuxième série d'essais à partir de la photo du fétiche du musée du cinquantenaire, ce qui pour moi était un pis-aller, et puis Gérald qui a des rapports avec Moulinsart pour chaque revue, avait dit quand même, quand on lui a refusé, il a dit c'est quand même pas gentil pour les amis d'Hergé. Et donc c'est revenu probablement aux oreilles de qui vous savez, qui vous a connu, non on va la faire. Et donc ils l'ont fait, et finalement, c'est ce qui nous vaut d'avoir cette magnifique couverture.